Voilà, il est 17h05, donc bienvenue dans l'espace Agenda Diagnostic, la performance énergétique, quel challenge pour l'immobilier et les propriétaires. Vous savez que de plus en plus, la performance énergétique est prise en compte lors d'un investissement immobilier. Nous vous proposons donc une synthèse des différents outils qui permettent de déterminer cette performance énergétique. Voilà, c'est un petit problème technique, mais je l'espère résolu. Voilà. Donc, je vous disais que nous allons faire une synthèse des différents outils qui permettent de prendre en compte cette performance énergétique dans un investissement immobilier. Donc, nous allons dans un premier temps de ce webinaire avoir un exposé avec un retour sur le DPE, une présentation synthétique de l'audit, quelques mots sur la copropriété, et puis dans un deuxième temps, nous allons répondre à vos questions. Alors, je suis conscient qu'il y a pas mal de slides dans cette présentation, donc nous allons mettre un rythme assez soutenu. Mais tout cela, c'est pour essayer d'être le plus complet possible. Merci encore une fois de votre attention. Vous pourrez poser une question sur le QR qui est en bas de votre écran et je répondrai aux principales questions à la fin de ma présentation. Je ne peux pas interrompre la présentation pour répondre à vos questions. C'est plus simple que nous ayons deux temps, un temps de présentation et un temps de QR. Alors, la définition de la performance énergétique, c'est la performance énergétique d'un bâtiment définit sa capacité à consommer de l'énergie de manière efficace pour assurer le confort thermique, chauffage et climatisation, l'éclairage, la ventilation et la production d'eau chaude. Elle est mesurée à travers le diagnostic de performance énergétique, DPE, qui attribue une note de A à G en fonction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Un bâtiment performant consomme peu d'énergie tout en garantissant un bon confort intérieur. Voilà la définition stricto sensu de la performance énergétique. Et alors, lié à cette performance énergétique, depuis la loi climat et résilience, il y a 6 échéances importantes qui ont, j'allais dire, perturbé la vie des locataires et des propriétaires. La première échéance, c'est le 24 août 2022, avec le gel des loyers pour les logements classés F ou G. Ensuite, au 1er janvier 2023, on a eu une interdiction de location pour tous les logements qui étaient en énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an. C'est-à-dire très peu de logements, mais néanmoins, c'est une première décision qui a commencé à troubler aussi bien l'opinion publique que l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Au 1er avril 2023, audit énergétique obligatoire pour les logements classés F ou G. Au 1er janvier 2025, on a non seulement l'audit énergétique obligatoire pour les logements classés E dans le cadre d'une transaction immobilière et location interdite pour tous les logements classés G. Plus exactement, les logements classés G deviennent des logements indécents, d'où la location interdite. Au 1er janvier 2028, location interdite pour les logements classés F. Et au 1er janvier 2034, audit énergétique pour les logements classés D et location interdite pour les logements classés E. Alors, quelques éléments sur le DPE, car aujourd'hui, on en est à la troisième version du DPE. On a eu une première version en 2006, deuxième version en 2012 et une troisième version, excusez-moi, en 2021. Alors, cette troisième version, qu'apporte-t-elle? Excusez-moi, j'ai un gros rhume, je vais essayer de ne pas perturber notre présentation. Tout d'abord, il y a eu la disparition des étiquettes vierges, c'est-à-dire qu'à un moment, si le diagnostiqueur n'avait pas certains éléments, eh bien, il faisait un DPE avec une étiquette vierge, ce qui signifiait bien sûr strictement rien, puisque dans ces cas-là, on ne donne aucune information ni aux propriétaires ni aux occupants. Donc ça, c'est fini. Ensuite, il y a un seul moteur de calcul, quelle que soit la typologie du bien.
Donc, c'est un moteur 3CL. Ensuite, cette nouvelle étiquette de performance énergétique prend en compte à la fois les consommations d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre associées. C'est-à-dire que l'étiquette résultante correspond au plus mauvais des deux classements. Donc aujourd'hui, on va vous donner un classement et vous ne pourrez pas dire, ah oui, mais dans l'autre cas, le classement est meilleur. Donc on a un seul classement. Il y a aujourd'hui 5,2 millions de passoires thermiques identifiées, c'est-à-dire en F et en G. Et les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valides en 2025. Et tous ceux qui ont été réalisés à partir du 1er juillet 2021, et je laisse passer, voilà, ont une durée de validité de 10 ans, comme les anciens DPE auparavant. Le rapport du DPE, qui est un nouveau rapport DPE, est un, est un rapport qui est beaucoup plus explicatif, qui permet d'accompagner mieux aussi bien les propriétaires que les locataires, c'est-à-dire l'ensemble des occupants d'un bien immobilier. Non seulement il donne la lettre de la performance énergétique, des gaz à effet de serre, mais en plus, il donne un certain nombre d'indications, comme vous pouvez le voir, sur le schéma des déperditions de chaleur, ce qui est important lorsqu'on prévoit de faire des travaux, sur le confort d'été, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la climatisation, et sur les performances de l'isolation. Ces éléments sont extrêmement importants avant de prendre des décisions. Et puis, en page 3, il vous donne même des hypothèses pour les consommations liées au chauffage, liées à l'eau chaude sanitaire, ou dit aussi ECS, liées à l'éclairage, aux auxiliaires. Alors, ça va un petit peu plus loin, puisque, par exemple, sur l'isolation, on vous dit qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est à revoir, qu'est-ce qui est insuffisant, aussi bien au niveau des murs qu'au niveau du plancher et qu'au niveau du plafond ou des menuiseries, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. En page 5, vous avez des estimations de travaux et on vous classifie les travaux dits essentiels et les travaux à envisager. Et en page 6, on vous dit, voilà, vous êtes aujourd'hui en lettre E, mais si vous faites les travaux essentiels, vous allez monter en lettre C, et si vous faites les travaux envisagés, vous allez monter en lettre B. Voilà, j'espère que ça va se calmer dans quelques secondes. C'est important parce que comment est-ce que l'on peut savoir que les travaux envisagés vont vous permettre de monter en classe C ou en classe B? Eh bien, le logiciel DPE prend en compte l'ensemble des caractéristiques des matériaux. Et donc, quand on vous dit qu'il faut améliorer l'isolation des combles, on vous dit il faut améliorer l'isolation des combles avec tel matériau qui a telle caractéristique. Et c'est comme ça que l'on peut être assuré, si on respecte ces éléments, d'avoir un DPE futur en C ou en B. Alors, ce qui est important aussi dans les éléments de base d'un DPE, c'est que le propriétaire fournisse un certain nombre d'éléments. Un, il doit fournir la date du permis de construire. On va le voir dans quelques secondes. Si on a une mauvaise date de permis de construire, on va avoir un mauvais DPE. Il faut qu'il fournisse les plans et la notice descriptive de construction, la notice des appareils de production d'eau chaude sanitaire, de chauffage, de refroidissement, les tantièmes de charge pour les immeubles collectifs, les factures de travaux d'amélioration énergétique aussi réalisées, et tous les documents permettant de renseigner les caractéristiques thermiques de l'enveloppe et des équipements. Il est important aussi d'avoir un justificatif de la surface habitable pour que l'on puisse avoir des mesures, je dirais, fiables. Alors, si on ne nous fournit pas l'ensemble de ces informations, alors il y a un certain nombre d'éléments qui sont mesurés, qui peuvent être mesurés en complément par le diagnostiqueur. Il y a des éléments, puisque notre intervention n'est pas destructrice,
des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Et auquel cas, on met que cette information est inconnue. Et si cette information est inconnue, dans 99% des cas, cela dégrade automatiquement la note. Là, si on ne connaît pas l'isolation, on va se reporter à la date de construction de l'immeuble. Mais il y a des tas d'isolations qui ont été améliorées depuis. Prenez un immeuble qui a été construit à la fin des années 1800, ça existe hein, dans les grandes villes, eh bien, il n'y avait pas d'isolation, mais bien entendu, dans la plupart des cas, une isolation a été mise par la suite. Aussi bien une isolation par l'intérieur qu'une isolation par l'extérieur. Si vous prenez un immeuble construit dans les années 60, il y a des immeubles qui ont mis en place une isolation qui n'était pas obligatoire par la loi, puisque la réglementation a rendu obligatoire les isolations à partir de 1974. Donc là, on a une connaissance de l'isolation euh, et donc on commence à indiquer qu'il y a effectivement une isolation. Mais on n'a pas la connaissance de la performance exacte des caractéristiques de cette isolation. Alors, voilà. Et si on a les informations sur les caractéristiques de l'isolant, là, on va avoir un DPE bien mieux noté. Et bien souvent, le fait d'avoir l'information peut vous permettre de gagner une note ou deux. La même maison avec une isolation par défaut, avant 48, elle est en G, entre 75 et 77, elle est en E, et entre 89 et 2000, elle est en D. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les caractéristiques liées aux réglementations thermiques. Alors, deux éléments sont venus compléter le système. Au 1er juillet 2024, les pouvoirs publics ont décidé d'améliorer les seuils de 140 000 logements qui étaient de moins de 40 mètres carrés. Ils ont vu que dans la méthode, les petites surfaces étaient entre guillemets dévalorisées. Dévalorisées parce qu'il y a beaucoup plus de surface déperditive par rapport à la surface de plancher et dévalorisées parce que bien souvent, les équipements liés à l'eau chaude sanitaire sont beaucoup plus importants, là aussi, par rapport à la surface de plancher. Et donc, ils ont décidé de faire varier les seuils. Ils n'ont pas fait varier la méthode, uniquement les seuils. Et ça a permis à 140 000 logements, sur 5 millions d'eux, hein, rappelez-vous du nombre tout à l'heure, ça a permis à 140 000 logements de sortir du statut de passoire énergétique. Alors, si vous avez un DPE antérieur au 1er juillet 2024, vous pouvez, en allant sur le site de l'ADEME, voir si votre DPE a changé ou pas. Ne refaites pas votre DPE, allez sur le site de l'ADEME et vous tapez le numéro de votre DPE qui est en haut à droite de votre DPE, vous le tapez et vous aurez la nouvelle note. Alors, encore une fois, dans la majorité des cas, cette note ne change pas, mais dans 50, pour 140 000 logements, cette note évolue. Alors, nous avons eu une autre évolution au 1er juillet 2024 sur la surface. C'est-à-dire que, préalablement, les surfaces prises en compte étaient la surface habitable plus les vérandas chauffées. Attendez, hein, je vais essayer. Modification de la surface. Donc, avant le 1er juillet 2024, on avait surface habitable plus véranda chauffée. Maintenant, nous avons la surface de référence. Vous savez, si vous êtes professionnel de l'immobilier, qu'il y a un certain nombre de surfaces. Vous avez la surface habitable, les annexes, la surface privative. Et puis maintenant, vous avez la surface de référence. Alors, cette surface de référence, c'est la surface habitable du bâtiment au départ, à laquelle est ajoutée
les surfaces des vérandas chauffées, ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal de l'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au mètre, 1 mètre, d'au moins 1,80 m. Alors, si on prend ce schéma, nous voyons que la pièce de vie qui est en bas, nous avons bien l'ensemble de la pièce de vie, sauf la surface qui est en dessous d'1,80 m sous l'escalier, mais celle qui est au-dessus d'1,80 m sous l'escalier est prise en compte. Nous avons au premier étage, nous avons la trémie de l'escalier qui n'est pas prise en compte. Le reste est pris en compte, sauf ce qui est en dessous d'1,80 m. À droite, nous avons une véranda chauffée qui est prise en compte à 100%. À gauche, nous avons le garage qui n'est absolument pas pris en compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'occupation humaine, c'est de l'occupation voiture. Cela n'a rien à voir. Et en dessous, nous avons le sous-sol. Et là, vous avez un local chauffé pour l'occupation d'occupation humaine. Il faut que ça soit supérieur à 1,80 m. Occupation humaine, ça peut être des salles de jeu, ça peut être une salle de télévision. Il faut simplement que ce local soit chauffé et plus d'1,80 m et qu'il y ait une occupation humaine. Voilà. Bien sûr, on entend par locaux chauffés qui sont équipés d'un système de chauffage fixe ou qui sont ouvertes en permanence sur des pièces chauffées. On entend par usage principal d'occupation humaine aménagée de manière à être adaptée à la présence humaine régulière et prolongée. Exemple de locaux à usage principal, par exemple des bureaux, des salles de réunion, lieux de loisirs, salles de jeux, salles de cinéma, salles de sport, et sont exclus les pièces principalement destinées au stockage, greniers non aménagés, caves, entrepôts, des garages ou autres dépendances non aménagées. Alors, cette surface de référence, on a la même question que tout à l'heure pour les seuils. Faut-il refaire le diagnostic de performance énergétique? Alors, réglementairement, non. Si vous avez fait un diagnostic il y a un an, ce diagnostic est toujours valable. Néanmoins, suivant la taille des surfaces dites complémentaires, peut-être que le fait de refaire le DPE va vous permettre de gagner une classe ou deux classes. C'est-à-dire que si vous avez un sous-sol qui est important et que vous avez un sous-sol qui est isolé au niveau des surfaces déperditives comme la maison, il peut éventuellement être tout à fait opportun de refaire votre DPE. La durée de validité, bien sûr, du DPE reste la même, 10 ans, et toutes les règles qui s'appliquent au DPE s'appliquent aussi à l'audit énergétique. Audit énergétique dont on va dire un petit mot maintenant. Alors d'abord, obligatoire, il est obligatoire depuis le 1er avril 2023 pour les biens classés F et G dans le cadre d'une transaction immobilière. Il n'est pas obligatoire dans le cadre d'une location, il est obligatoire dans le cadre d'une transaction immobilière. Et depuis quelques jours, il est obligatoire pour les biens classés E. Hein. Cette prestation doit permettre de donner des informations pour contribuer à atteindre la neutralité carbone dans le secteur du bâtiment à l'horizon 2050. Alors, sur l'audit énergétique, c'est une présentation qui avait été au départ réalisée en décembre. C'est pour ça que l'on a cette précision. C'est-à-dire tous les compromis qui ont été signés avant le 1er janvier 2025 n'ont pas, pour les biens classés en E, n'ont pas, ces biens-là ne font pas l'objet d'audit énergétique. Par contre, si le mandat a été donné en 2024, mais que le compromis a été signé le 2 janvier 2025, dans ces cas-là, il va falloir produire un audit énergétique pour la transaction immobilière. Alors, qu'est-ce que c'est que cet audit énergétique? Ça a été institué dans le cadre de la loi Climat et Résilience d'août 2021. La réalisation d'un audit énergétique devient donc progressivement obligatoire lors de la vente, hein, EFG maintenant et D en 2034. C'est un complément du DPE et il permet aux acquéreurs des logements fortement consommateurs d'énergie de bénéficier de la présentation de scénarios de travaux pour améliorer leur performance, aussi bien énergétique que la performance environnementale.
Quel professionnel peut réaliser ces audits? Pour les immeubles comportant un seul logement, un diagnostiqueur certifié est formé audit. Pour les immeubles collectifs en monopropriété, un bureau d'études thermiques qualifié RGE, audit collectif. Alors, je dirais quelques questions-réponses. Les dates à retenir, on l'a vu, 1er avril, FG, en 1er janvier 25, E, et 2034 pour les biens classés en D. Ça n'est pas obligatoire pour la location, uniquement pour la transaction immobilière. Ça n'est pas obligatoire pour les bâtiments en copropriété, c'est-à-dire pour les appartements en copropriété. Hein. Pour cela, il y a un autre diagnostic immobilier qui s'appelle le PPPT, le projet de plan pluriannuel de travaux. Est-ce qu'un diagnostiqueur peut-il faire un audit s'il n'a pas réalisé le DPE? En théorie, oui, le diagnostiqueur peut faire un audit s'il n'a pas réalisé le DPE. Mais en pratique, il va falloir qu'il refasse le DPE, car l'audit et le DPE sont vraiment liés de façon très importante. Donc, le même diagnostiqueur doit faire le DPE et l'audit. Donc, est-ce que l'audit est une simple formalité? Non, c'est une réelle opportunité pour améliorer l'efficacité énergétique d'un logement, hein, puisqu'il permet à l'acquéreur une vision des travaux à réaliser pour réduire les factures d'énergie, améliorer le confort au quotidien et contribuer à la lutte contre le changement climatique. On voit que plus le temps avance et plus les diagnostics immobiliers pris en compte sont importants pour l'ensemble des parties à une transaction immobilière, aussi bien les professionnels que les vendeurs et les acquéreurs. Et que de plus en plus, le diagnostic immobilier contribue à réaliser des travaux et donc à faire en sorte que le bien immobilier soit mieux noté. Alors, quelle est la différence entre un DPE et un audit? Le DPE classe le logement selon sa consommation énergétique et fournit des recommandations d'amélioration informative. L'audit, lui, va beaucoup plus loin. Il propose des scénarios concrets de rénovation pour améliorer la note et donc la valeur du bien. C'est une feuille de route personnalisée pour rendre le logement plus économe. Alors, les principales bases de l'audit, c'est que l'audit doit proposer des scénarios réalisables d'amélioration énergétique, avec en étape 1 le gain d'au moins une classe pour atteindre E au minimum, en étape 2 atteindre C au minimum, et en étape 3 atteindre la classe B au minimum. Hein. On peut aussi faire un scénario global pour atteindre directement la classe B. Vous voyez que c'est ambitieux, c'est-à-dire qu'on passe des biens immobiliers de G ou de E, de G ou de F ou de E à B. Hein. C'est extrêmement ambitieux et c'est vraiment important parce que vous avez des travaux qui sont conséquents, mais vous avez aussi un certain nombre de travaux qui peuvent être faits, je dirais, par les acquéreurs assez rapidement au moment de la prise en compte du bien immobilier. Et cet audit doit inclure une estimation du chiffrage des travaux d'amélioration énergétique ainsi que celui des travaux induits, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du DPE. Ainsi que dans le DPE, vous n'avez pas les pathologies et contraintes liées à la rénovation énergétique. Alors, dans le rapport de l'audit, vous commencez par un rapport DPE, on voit que c'est le même que celui que nous avons présenté il y a quelques minutes. Et puis, on va aller dans un bien immobilier et on va avoir 3 slides du process de l'audit énergétique. Là, c'est une maison de plein pied de 80 mètres carrés avec véranda non chauffée et un garage séparé. Vous avez le plan de cette maison. Donc, vous avez une chambre, l'entrée, à gauche, chambre 1, à droite, chambre 2, un salon, une cuisine. C'est une petite maison, hein, mais une maison quand même qui permet à une famille de vivre, une salle à manger. Et puis en R1, vous avez les comptes, avec en compte numéro 2, un local que nous ne pouvons pas visiter. On,
on va dans cette maison. Comme on dit un peu habituellement, cette maison est dans son jus. Hein, elle n'a pas été rénovée depuis quelques dizaines d'années, on va dire. On voit qu'il y a des radiateurs sans thermostat, sans robinet thermostatique, mais néanmoins, il y a une grille qui va nous permettre, avec une petite caméra endoscopique, de voir si il y a un isolant ou s'il n'y a qu'un doublage. Là, on voit qu'il n'y a qu'un doublage, pas d'isolant, hein, ce qui nous permet d'apporter vraiment une précision dans le diagnostic de cette maison. On voit qu'il y a des courbes avec de la laine de verre. Peut-être que là aussi, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années que cette laine de verre n'a pas évolué. Et puis, on a un conduit de cheminée ouvert et sans trappe. Donc là aussi, ça n'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a une circulation d'air extrêmement importante tout le temps. Mais on a une chaudière de gaz installée dans les années 2000 avec programmateur horaire. Voilà. Donc le point positif, c'est cette chaudière gaz. Le point positif, c'est les conduits qui sont calorifugés. Et puis, il y a des points d'amélioration. Et ça, c'est plutôt intéressant, au moins dans l'exemple que nous avons devant les yeux. Alors, dans la première étape, on va d'abord isoler les murs, hein, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'isolement. On va changer le système de ventilation et on va remplacer les menuiseries extérieures, c'est-à-dire vitres et portes. Dans la deuxième étape, on va isoler la toiture. Alors, on peut renforcer, hein, à partir du moment où la laine de verre qui est en place n'est pas humide, on peut tout à fait mettre la laine de verre dessus. Hein. Le fait de laisser l'ancienne n'est pas une mauvaise, dans 90% des cas, n'est pas une mauvaise mesure. Puis la troisième étape, on va installer une pompe à chaleur air-eau et on modifier le système de CS. Ce qui va nous permettre, donc on revient sur le rapport. À gauche, vous avez le rapport DPE, hein, vous avez une synthèse du rapport DPE, et puis à droite, vous avez des scénarios de travaux en un clin d'œil. Et vous avez, donc avant travaux, on était en F. Scénario 1, on reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire isolation, l'isolation de la toiture, installation d'une pompe à chaleur, et on passe en D avec l'isolation, c'est-à-dire la première étape. L'isolation de la toiture, on est aussi en D. Et la troisième étape, installation d'une pompe à chaleur, on passe de D en B. Et ça veut dire que pour des travaux qui font 27 000, 1500 et 12 000, nous avons une économie de 72% de notre facture énergétique. Donc, ça vous permet de calculer assez vite le ROI. Et puis après, on va sur les scénarios étape par étape et on voit exactement quels sont les travaux. Et non seulement on voit les travaux, mais on voit les matériaux qui sont préconisés et on voit dans ces matériaux qui sont préconisés les références et les caractéristiques des matériaux à utiliser. C'est pour ça que si l'entrepreneur utilise ces matériaux-là, eh bien, on est sûr d'atteindre telle ou telle note, puisque les matériaux ont des caractéristiques normées. Et puis sur la page de droite, vous voyez la répartition avant les travaux et la répartition après les travaux. Et donc là, on est dans la première étape, donc on est à moins 40%, et tout à l'heure, en deuxième et troisième étape, on atteignait moins 72%. Alors vous allez me dire qu'il y a des cas de dérogation pour réaliser tous les scénarios de travaux. Effectivement, nous avons 4 cas principaux. Le premier, qui est le deuxième là sur votre slide, c'est si les travaux excèdent 50% de la valeur vénale du bien. Et dans ces cas-là, on vous dit, ben, n'allez pas jusqu'en B, hein, arrêtez-vous avant. Et quand on vous dit arrêtez-vous avant, c'est-à-dire que si votre bien est en G, il faut au moins aller en E, parce que sinon, c'est de la poésie, excusez-moi, hein, c'est du n'importe quoi. Si votre bien est en F, il faut au moins aller en D. Et si votre bien est en E, il faut au moins aller en C. Mais si les travaux excèdent 50%, effectivement, les pouvoirs publics, le législateur, a prévu de mettre une limite.
Dans le cas où les travaux entraîneraient des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture ou de décoration, et en contradiction avec les règles, par exemple dans le cas de monuments historiques, là aussi, les, sont des cas de dérogation. Hein, ou si les travaux peuvent faire courir un risque de pathologie du bâti, là aussi, nous pouvons avoir des limitations. Alors, on est toujours là dans le rapport de l'audit énergétique, et dans ce rapport de l'audit énergétique, vous avez des QR codes qui vous permettent vraiment d'avoir plus d'informations sur le parcours des phases de rénovation énergétique. C'est-à-dire pour trouver un conseil, c'est-à-dire pour avoir des aides, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont attachées à certains travaux, et donc ces aides évoluent tous les ans. Donc, je ne vais pas vous en faire une description, mais vous allez avec ce QR code et vous avez vraiment là un site où vous avez toutes les aides qui sont répertoriées. Alors, pour les bâtiments, ou plutôt pour les appartements en copropriété, on vous a dit qu'ils n'étaient pas concernés, hein, l'audit étant obligatoire uniquement pour les maisons individuelles qui comprennent un seul logement et pour les bâtiments d'habitation en monopropriété comportant plusieurs logements. Donc, les bâtiments en copropriété sont soumis à une obligation de présentation aux copropriétaires d'un projet de plan pluriannuel de travaux. C'est-à-dire que c'est un plan qui est réalisé pour l'ensemble de l'immeuble, car il est bien entendu moins onéreux de faire des travaux pour l'ensemble d'un immeuble que de faire des travaux pour chacun des appartements. Il est, moins onéreux, et puis ces travaux sont beaucoup plus pertinents quand ils sont faits dans le cadre de l'ensemble de l'immeuble. Alors, pour les biens qui n'arrivent pas, pour les biens en G, F, mais surtout pour les biens en G aujourd'hui, qui sont dans une copropriété, il y a la même réglementation, c'est-à-dire que les locations sont aussi interdites. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'audit qu'il n'y a pas je dirais, il n'y a pas d'interdiction. Si, par contre, pour les biens en copropriété qui n'arrivent pas à sortir de la décence, si le copropriétaire a réalisé des travaux d'amélioration énergétique dans sa partie privative et a demandé la mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la copropriété de travaux de performance énergétique du bâtiment, il pourra tout de même louer, bien que le logement n'atteigne pas la performance minimale. Donc ça veut dire que là, les pouvoirs publics ont pris en compte une certaine démarche d'un propriétaire qui fait des travaux, lui, dans son appartement, même si ces travaux ne sont pas suffisants par rapport à l'ensemble de l'immeuble. Et ce fameux projet de plan pluriannuel de travaux, qui est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour tous les immeubles, quel que soit le nombre de lots, il a comme objectif, hein, d'aider les copropriétaires à planifier les travaux les plus pertinents, permettant non seulement d'assurer la pérennité du bâtiment, tout en préservant la santé et la sécurité de ses occupants, mais aussi de faire évoluer sa performance énergétique pour réaliser des économies d'énergie et faire en sorte que les appartements soient louables. Alors, le contenu du projet de PPT ou le PPPT, hein, c'est la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la présentation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a une estimation du niveau de performance énergétique que ces travaux permettent d'atteindre, une estimation du coût de ces travaux et leur hiérarchisation, et une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les 10 prochaines années. C'est un document extrêmement important pour permettre à la copropriété de se développer, pour le permettre de vivre, je dirais, sa vie, entre guillemets, de bâtiment en copropriété. Voilà ce que nous voulions vous présenter pour vous permettre d'avoir une synthèse sur les différents outils qui permettent
de déterminer la performance énergétique d'un bien et qui permettent d'accompagner les propriétaires et les occupants par rapport à cette performance énergétique. Alors, vous avez maintenant le QR qui est en bas de votre écran si vous voulez poser des questions. Donc, n'hésitez pas, posez les questions, je répondrai au principal. Il se peut que je ne réponde pas à telle ou telle question parce que peut-être qu'un élément technique euh, peut apporter euh, un complément d'information, auquel cas on vous répondra en indirect. Et puis, vous recevrez tous des mémentos sur le DPE, sur l'audit énergétique et sur le PPPT pour compléter ma présentation. Voilà, je suis maintenant tout à vous pour répondre à vos questions et je vous remercie déjà de votre attention. Alors, voilà, c'est bien, les questions arrivent. Je vais un peu me rapprocher de ce. Voilà, voilà. Alors, il y a Dominique qui me dit, est-ce que l'estimation des travaux dans l'audit énergétique engage l'auditeur? Oui, Dominique. Autant dans le DPE, elle n'engage pas le diagnostiqueur, autant dans l'audit, elle engage l'auditeur. Il faut savoir que l'auditeur, pour faire ses estimations, il a des logiciels et il a fait toute une étude avec les entrepreneurs locaux, puisqu'il y a des grosses différences hein, entre Paris, la banlieue et la province, et qu'il y a des différences aussi entre le nord et le sud. Donc, bien souvent, l'auditeur se sert de- d'un certain nombre d'outils qui permettent de faire attention à l'ensemble de ces différences. Est-ce que les copropriétaires peuvent refuser un PPPT pour cause de budget nous demande Patrice. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, Patrice, parce que le PPPT est obligatoire, mais il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas d'amende si la copropriété ne fait pas de PPPT. La seule chose, c'est que si la copropriété ne fait pas de PPPT, à un moment ou à un autre, le notaire dira ben, je ne peux plus vendre des biens qui sont dans cette copropriété parce que je n'ai pas le PPPT à remettre à l'acquéreur et qu'il y a l'obligation pour un vendeur de remettre un PPPT. Et aujourd'hui, bien entendu que ça a un coût hein, qui peut être de plusieurs milliers d'euros de faire un PPPT, mais ça apporte une information importante aux copropriétaires. Et donc, le diagnostiqueur explique hein, vraiment le pourquoi de cette obligation et la nécessité de réaliser ce PPPT. Aujourd'hui, le réseau Agenda a réalisé à peu près je crois, un millier de PPPT en 2024, avec des copropriétés qui vont de 15 lots, même moins hein, 5-6 lots, jusqu'à 200 lots, et vraiment avec des copropriétaires qui sont contents quand ils voient le résultat final de ce document, parce qu'ils peuvent prendre des décisions et ils ont des notions très justes, aussi bien sur les travaux réalisés que sur les coûts que cela va engendrer. Alors, il y a Karine qui me dit, je reviens sur les notions de surface habitable et de surface de référence dans le cadre de la location. Quelle surface doit être prise en compte? Dans le cadre de la location, c'est la surface habitable. La surface de référence n'est prise en compte que dans le DPE. Hein. Absolument pas dans les autres actes. Surface de référence, DPE, location, surface habitable, transaction, surface caresse dans le cadre d'une copropriété. Voilà, c'est assez clair et il n'y a pas de. euh, on ne prend pas une surface de référence ni pour une location, ni pour une transaction immobilière.
Alors, il y a Amal qui me demande, serait-il possible de vous envoyer le document présenté? Amal, on va vous envoyer, excusez-moi, on va vous envoyer des mémentos, ce qui revient au même. Alors, il y a Perrine qui me dit, est-ce que le PBT est obligatoire pour tous les immeubles ou seulement supérieur à 50 lots? Perrine, à partir du 1er janvier 2025, ce sont tous les immeubles. Alors, il y a Nicolas qui me dit, la plupart des isolations sont faites avec du polystyrène, matériaux issus du pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas, ce que je vous propose, c'est de ne pas rentrer dans ces débats-là. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je dis simplement le polystyrène a des caractéristiques qui permettent d'isoler. Et donc, aujourd'hui, il a été utilisé. On rend compte de cette utilisation. Après, vous pouvez dire, mais il ne faut pas le réutiliser plus tard. C'est un autre débat, Nicolas. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, il est effectivement intéressant, mais il n'est pas dans l'objet même du diagnostic de performance énergétique, qui est aujourd'hui, si le polystyrène a été installé, il a été installé et il permet d'isoler. Et c'est mieux d'avoir du polystyrène installé que de ne rien avoir du tout en termes d'isolation. Donc nous restons, nous, vraiment sur un constat. Qu'est-ce qui a été installé ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Et nous ne prenons pas, nous ne donnons pas notre avis après sur le reste. Il y a d'autres éléments où nous pouvons aller donner notre avis. Alors, il y a un spectateur anonyme qui me dit qu'une maison n'a pas de système de chauffage, il n'y a pas de DPE. Oui, effectivement. C'est une hérésie, hein, parce que à un moment ou à un autre, il faut un système de chauffage, hein. En France, il n'y a pas de régions qui n'ont pas des climats, je dirais, qui permettent de ne pas avoir de système de chauffage. Donc c'est une hérésie qui a été prévue par la réglementation, nous la respectons. S'il n'y a pas de système de chauffage, il n'y a pas de DPE, et s'il n'y a pas de DPE, il n'y a pas d'audit. Voilà. Alors il y a Margot qui dit, ne serait-il pas opportun de supprimer le DPE pour ne conserver que l'audit énergétique, qui est plus complet? Alors Margot, c'est deux démarches différentes. Le DPE est un constat, l'audit énergétique permet de réaliser des scénarios de travaux. Alors oui, on pourrait dire que dans ces cas-là, l'audit énergétique est obligatoire pour tout le monde. Mais nous faisons attention à notre niveau. On ne veut pas qu'on nous accuse de mettre en place des prestations qui sont plus importantes. Donc on fait attention à ça. Le DPE est un constat. L'audit énergétique permet de mettre en place des scénarios de travaux. Alors, il y a Laetitia qui dit faut-il faire un audit pour un bien classé E pour une promesse synagmatique de vente a été signée en décembre? Non. Il faut attendre, il ne faut pas faire d'audit. Alors, on me dit est-ce que l'audit n'est pas obligatoire dans le cadre d'une copropriété horizontale? Alors, dans le cas d'une copropriété horizontale, à partir du moment où les bâtiments sont séparés, hein, les maisons sont séparées. Dans ces cas-là, l'audit doit être fait, hein. Si les maisons ne sont pas séparées, c'est une copropriété horizontale. Et dans ces cas, on ne fait pas d'audit, mais si les maisons sont séparées, on fait un audit, comme dans le cas de la monopropriété. Alors là, on me dit, que se passe-t-il dans le cas où dans une copropriété comporte un mix de logements locatifs et de résidence principale classés en E? Ben, dans tous les cas, si le bien est classé en E,
À partir de 2034, il ne pourra plus être loué, quel que soit, qu'il soit en copropriété, qu'il soit en monopropriété, c'est lancer chacun des logements, hein. Et ce n'est pas le cas du DPE collectif. Si vous avez un DPE pour un immeuble qui est classé en D, mais que dans cet immeuble, vous avez des logements qui sont classés en E, et en F, et en G, eh bien, les G ne sont plus louables aujourd'hui, même si le DPE collectif est meilleur, hein. Donc, c'est vraiment le DPE de chacun des appartements qui compte pour cette interdiction de location. Alors, audit énergétique pour un immeuble en monopropriété, est-ce que Agenda peut faire cet audit? Non. Il faut être RGE et donc, dans ces cas-là, il faut passer par un cabinet thermique. On me demande est-ce qu'un acheteur est tenu de faire les travaux préconisés par l'audit? Non, l'acheteur n'est pas tenu de faire réaliser les travaux préconisés par l'audit. Simplement, par la suite, il pourrait ne pas pouvoir le louer. Mais s'il est propriétaire, qu'il y habite, il n'est absolument pas tenu de faire les travaux et il pourra revendre derrière le bien, même si le bien est en G, est en F ou est en E. Pour l'instant, il a été prévu à un moment qu'on ne puisse pas vendre des biens, mais les pouvoirs publics ont- sont reculés par rapport à ça. Alors, c'est Louisa d'ailleurs qui nous dit est-ce que un agent immobilier pourrait à un moment se voir interdire la possibilité de vendre un bien en G, en F ou en E. Pour l'instant, Louisa, ça n'est absolument pas à l'ordre du jour qu'un agent immobilier ne puisse pas vendre un bien en G, en F et en E. Alors, il y a Isabelle qui me dit, est-ce que l'obligation du PPPT au 1er, au 1er janvier 2025 porte sur la mise à l'ordre du jour de l'AG ou sur l'adoption? Alors, il y a un an, hein, il a été établi qu'il y avait un an, et donc ce serait plutôt sur la mise à l'ordre du jour en AG, et puis par contre, il devra être adopté un an après. Dominique, on revient à peu près sur le débat de tout à l'heure par rapport au polystyrène. Il dit, est-ce que l'audit énergétique préconise des isolants durables avec des déphasages importants? Alors non, Dominique, il n'y a pas d'obligation au niveau de la réglementation d'aller jusque-là. Après, je ne prends pas position. Nous respectons la réglementation. Je ne dis pas c'est mieux, c'est moins bien, etc. Nous respectons la réglementation. Il y a un certain nombre d'isolants, bien sûr, qui sont prévus par la réglementation. Et donc, au niveau des devis, c'est les caractéristiques d'ailleurs des matériaux, hein. On ne dit pas qu'il faut que ce soit de la laine de verre ou que ce soit de la laine de roche ou que ce soit de la fibre de bois. On dit que la caractéristique du matériau doit être le R égale tant. Et c'est ça qui est important. Et donc, on ne rentre pas dans le type d'isolant, on va dans la caractéristique de l'isolant. Alors, excusez-moi. Voilà, je vous ai. euh, alors, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Je continue les questions-réponses. J'ai vu que le partage avait disparu. Tant pis, vous m'avez en grand écran. Euh, le, je fais encore deux questions. Donc,
Donc un appartement qui est classé F, G ou E en copropriété et dont il y a des problèmes financiers peut-il être loué? Alors oui, pour les G, pour les F et E, sans aucun problème. Aujourd'hui, hein, l'interdiction de location, c'est le 1er janvier 2025 pour les G. Et après, si le propriétaire, le copropriétaire a fait des travaux, lui, dans son bien immobilier, mais que la copro a des problèmes financiers, il pourra justifier, si jamais on l'amène devant le juge, qu'il a fait des travaux. Voilà. J'ai répondu à la plupart des questions. Merci beaucoup hein, pour votre intervention. Merci beaucoup aussi pour votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire avec l'agenda diagnostic au mois de février. Merci, à très bientôt et au revoir.